Paul Newman a un jour fait trembler tout Hollywood lorsqu'il déclara froidement « Certaines stars sont portées au nu comme des idoles, mais une fois dans les coulisses, ce sont des démons pas différents de Satan lui-même. » Il raconta ensuite l'histoire de ceux qui transformaient leurs propres enfants en punching balls pour évacuer leur colère d'acteurs qui piégeaient des mineurs dans des chambres verrouillées, et même de géants qui abattaient des collègues d'un seul coup de poing sur un plateau de tournage. Il ne s'agissait évidemment plus de rôles de méchants sur l'écran, mais bien de crimes bruts que Hollywood s'efforçait délibérément de dissimuler. Qui étaient donc ces individus odieux de l'âge d'or d'Hollywood, mentionnés par Paul Newman? Quel prix ont-ils dû payer pour leur cruauté? Et surtout, le dernier nom cité par Newman risque de vous faire frissonner et de soulever des questions qui n'ont jusqu'à aujourd'hui jamais trouvé de réponse. 1. Joan Crawford, la mère tyrannique qui transforma sa gloire en instrument de torture pour ses enfants. Paul Newman, lors d'une interview accordée au New York Times en 1979, était assis le dos appuyé contre une chaise en bois. Son regard perçant, dirigé droit sur le journaliste, était si froid que la petite pièce de Manhattan semblait soudain s'alourdir. Il parla d'une voix grave. « Ne croyez jamais qu'une statuette Oscar peut cacher l'obscurité d'une famille. Joan Crawford en était l'exemple le plus éclatant. » Le public américain avait retenu son souffle lors d'une nuit de mars 1946, quand Crawford, vêtue d'une robe en satin blanc immaculé, monta sur scène pour recevoir l'Oscar de la meilleure actrice grâce à Mildred Pierce. Toute la salle rayonnait et Variety écrivit immédiatement en première page « La reine renaissante de Hollywood ». Mais quelques heures plus tard, dans son manoir de Brentwood, cette lumière se transforma en un cauchemar pur et dur. Une gouvernante anonyme, citée dans un dossier d'enquête publié par le Los Angeles Daily News en 1981, révéla qu'à peine la fête terminée, Crawford avait tiré sa fille adoptive Christina, alors âgée de 11 ans, hors du lit. Elle l'obligea à se tenir devant un miroir et à chanter l'hymne national américain. Lorsque Christina, tremblante, perdit le rythme, une gifle retentissante la projeta sur le sol en marbre. Ce bruit sec a résonné dans toute la maison. Je l'entends encore dans mes cauchemars, confia le témoin d'une voix tremblante. Christina décrira plus tard son enfance dans son livre « Mommy Dearest » comme un enfer recouvert d'or. Les cintres devinrent des fouets, les cendriers en verre se changèrent en armes tranchantes. Une camarade de classe raconta dans un reportage spécial d'ABC News « Au milieu du mois de juillet, sous une chaleur insupportable, Christina portait toujours des manches longues. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle a murmuré « Maman ne veut pas que quelqu'un voie les bleus ». Et les sévices n'étaient pas seulement physiques. Crawford avait placé un sablier dans la chambre de sa fille et l'obligeait à rester immobile jusqu'à ce que le dernier grain tombe. Si elle le renversait par accident, la punition doublait. Un fragment de journal intime, attribué à une employée de maison et divulgué par la suite, précisait « Un jour, elle força Christina à rester agenouillée pendant des heures devant une croix installée au milieu du salon, tout en hurlant « Tu dois remercier Dieu de m'avoir comme mère !» La scène ressemblait à un rituel quasi sectaire dans un palais luxueux. Le plus cruel restait le contraste. Hollywood encensait Crawford comme la mère modèle. Life Magazine publia même en couverture de son numéro de mai 1950 une photo d'elle entourée de ses enfants adoptifs. Pourtant, selon le photographe Lawrence Schiller juste avant la séance, Crawford avait cassé un peigne sur la tête de Christina parce que la fillette pleurait trop fort. Quelques minutes plus tard, l'enfant dut sourire devant l'objectif, comme si rien ne s'était produit. La tragédie continua même après la mort de Crawford en 1977. Lors de la lecture du testament à Manhattan, la salle entière resta pétrifiée lorsque l'avocat lut la phrase « pour des raisons qu'ils connaissent bien ». Christina et Christopher, ceux qui avaient le plus subi les violences, furent exclus d'un héritage valant plusieurs millions de dollars. The Washington Post qualifia ce document de « testament le plus glacial de l'histoire de Hollywood ». Un avocat présent déclara
C'est la seule fois où j'ai vu une mère se venger de ses enfants, même depuis l'au-delà. Paul Newman, interrogé par Esquire, ne put que pousser un long soupir. Crawford pouvait être une reine sur l'écran. Mais dans son foyer, c'était une tyranne. Le plus terrible, c'est qu'elle a continué de punir ses enfants jusque dans la mort. Si Joan Crawford répandait la terreur par ses coups et par sa soif maladive de contrôle, l'homme que Paul Newman cita ensuite inspirait lui la peur par ses secrets dépravés et les scandales qui l'encerclaient. Et cet homme n'était autre qu'Errol Flynn, le Robin des Bois le plus charismatique du cinéma, dont l'éclat camouflait des fautes que Hollywood, encore aujourd'hui, voudrait enterrer profondément. 2. Errol Flynn, le Robin des Bois flamboyant traduit en justice pour des accusations impliquant 2 jeunes filles, mineures, Tarangio, à la fin des années 1930, lorsque The Adventures of Robin Hood sort au cinéma des millions de spectateurs à travers le monde, se ruent dans les salles pour admirer un Flynn, jeune, au sourire éclatant, au regard malicieusement brillant et à l'allure aventurière que personne ne pouvait égaler. Le magazine Photoplay le surnomme alors « l'homme que toutes les femmes désirent et que tous les hommes rêvent de devenir ». Mais à l'opposé de cette aura éclatante dans la réalité, Flynn est entouré de rumeurs tapageuses, de chuchotements qui se propagent de Beverly Hills jusqu'à Sunset Strip. Le point culminant survient en 1942, lorsqu'il doit comparaître devant un tribunal de Los Angeles à cause d'accusations liées à 2 jeunes filles mineures. Le Los Angeles Examiner en fait ses gros titres pendant des mois, allant jusqu'à imprimer en lettres rouges Robin Hood devant le tribunal. Au procès, les procureurs décrivent la scène qui se serait déroulée dans l'appartement de luxe situé à Hollywood Hills, là où Flynn organise souvent des soirées qui durent toute la nuit. Un témoin anonyme affirme au Daily News « La pièce était en permanence remplie de fumée de cigarettes et de rires bruyants. Flynn entrait comme un roi, et tout autour de lui, il n'y avait que des visages encore trop jeunes pour être habitués à ce genre de luxe. Ce procès-là fait sale comble des fans jusqu'aux journalistes venus du monde entier. Pourtant, au final, Flynn est acquitté. À sa sortie du tribunal, il tire une bouffée de cigarette avec arrogance et lance en riant « Les dames continueront bien à aimer ce Robin Hood-ci ». Cette phrase parvient jusqu'aux oreilles de Paul Newman, qui racontera plus tard à des amis « Je n'ai jamais vu une arrogance aussi nue, aussi décomplexée ». Ainsi, Flynn est blanchi et quitte le tribunal avec un sourire plein de défis. Variety parle alors de « victoire de Robin Hood sur la justice ». Mais beaucoup de gens dans le milieu savent qu'au-delà de cet acquittement, se cache tout un réseau de pouvoir allant des grands studios comme Warner Bros. Aux journalistes prêts à se taire pour préserver l'image d'une star qui rapporte gros. Même disculpé Flynn continue d'être au centre de rumeurs qui ne cessent jamais vraiment. La journaliste Sheila Graham de Hollywood Citizen News écrit en 1945 « Si les murs de la villa d'Errol Flynn pouvaient te parler, ils raconteraient sûrement des histoires que Hollywood ne voudrait jamais entendre. » On chuchote que dans la propriété de Mulholland Drive, Flynn organise régulièrement des fêtes qui s'étirent sur plusieurs jours, où le vin coule à flot, et où les invités sont majoritairement des jeunes filles, bien trop jeunes, pour comprendre qu'elles entrent dans un jeu dangereux. Un détail troublant et obsédant est rapporté dans les mémoires d'un serveur resté anonyme. J'ai vu Flynn obliger des invités à rester debout et à chanter jusqu'à ce qu'ils soient satisfaits. Ceux qui résistaient étaient expulsés sur le champ et certains se voyaient même interdire l'accès à tout plateau de tournage où il était présent. Ce témoignage n'a jamais été formellement vérifié, mais il contribue à épaissir encore le portrait d'un Flynn à la fois fascinant et terrifiant. La mort de Flynn en 1959 ressemble elle aussi à une forme de malédiction pour tout ce qu'il a fait. Cette année-là, il s'éteint à l'âge de 50 ans à Vancouver, au Canada, après un voyage que l'on décrit comme une fuite devant les dettes et les rumeurs qui ne se taisaient jamais. Le médecin légiste note dans son rapport « Son organisme était celui d'un homme de plus de 70 ans. Le public est sous le choc
et le New York Post titre avec amertume « Le héros Robin Hood s'en va laissant derrière lui un trésor de films et un coffre-fort de secrets. » Ce qui glace le plus l'opinion, c'est que, malgré toutes ces rumeurs, Hollywood continue d'élever Flynn au rang de légende. L'image d'un Robin Hood courageux et aventurier reste intacte tandis que les zones d'ombre de sa vie sont enterrées profondément sous la terre épaisse du silence. Mais Errol Flynn n'est pas le seul cas. À la même époque, il existe encore une autre star à l'image plus angélique, encore un homme qui a chanté des chansons de Noël, entré dans l'histoire. Pourtant, derrière cette voix douce et chaleureuse, se cachait un père d'une cruauté glaciale. Cet homme, c'était Bing Crosby. 3. Bing Crosby, le père infernal dont les violences poussèrent 2 de ses enfants au suicide. On l'appelle le roi de Noël, dit Paul Newman, d'un ton amer dans une interview accordée à Esquire en 1982, les yeux brillants d'une colère difficile à contenir. Mais pour moi, ce n'est rien d'autre qu'un geôlier déguisé en ange. Bing Crosby, la voix d'or de l'Amérique, est l'homme qui a fait de White Christmas la chanson la plus vendue de toute l'histoire. Dans les années 1950, Life Magazine ne cesse de le célébrer avec des images de familles heureuses et NBC le qualifie de père modèle de l'Amérique. Pourtant, au sein même de la luxueuse villa de Holmby Hills, là où l'on pourrait s'attendre à un paradis, ses enfants vivent dans une peur constante. Gary Crosby, son fils aîné, en témoignera dans ses mémoires « Going My Own Way » 1983. Il écrit « Certaines nuits d'hiver, je restais recroquevillé dans un coin de ma chambre, serrant mon oreiller à écouter le bruit des pas de mon père résonner sur l'escalier. Mon cœur battait à tout rompre. Quand la porte s'ouvrait brusquement, je savais que le cauchemar recommençait. Il tenait une ceinture dans la main et chaque coup claquant dans mon dos me faisait souhaiter de disparaître de ce monde. » Sur le plateau de Larry King Live, Gary fond en larmes en plein direct et sanglote « Il ne m'a jamais pris dans ses bras, il ne m'a jamais dit une parole gentille. La seule chose dont je me souvienne, c'est son regard glacé au moment où il abattait la ceinture. » Les autres enfants connaissent le même sort. Lindsay Crosby doit souvent être hospitalisé en psychiatrie à Cedars-Sinai. Ses amis racontent que chaque fois qu'il entend une chanson de Noël à la radio, il se crispe, tremble, et se met à transpirer comme si les coups d'hier tombaient de nouveau sur lui. Dennis Crosby, lui, ne parvient jamais à se défaire des souvenirs épouvantables. Avant de se suicider en 1989, il laisse une lettre qui fige l'opinion publique. Dans ma tête résonnent encore les grognements de mon père. J'ai essayé de pardonner, d'oublier, mais à chaque Noël, le cauchemar revient. Je suis trop fatigué maintenant. 1 an plus tard, à peine, Lindsay met aussi fin à ses jours avec une arme à feu. Le Los Angeles Herald Examiner titre froidement « Le roi de Noël et les enfants qui meurent dans la nuit d'hiver ». Dans une enquête spéciale du Los Angeles Times, publiée en 1992, un ancien musicien qui avait accompagné Crosby en tournée révèle « J'étais juste devant la loge. J'entendais les cris, le bruit de quelque chose qui fouette. L'enfant pleurait à s'étouffer, puis plus rien. Tout le monde entendait, mais nous détournions tous le regard. Parce que parler, c'était signer la fin de notre carrière. » Les raisons de la brutalité de Crosby divisent l'opinion. The Washington Post cite certains psychologues qui expliquent que son enfance pauvre et des parents alcooliques l'auraient rendu impitoyable. Mais Paul Newman rejette cette justification lors d'un débat public organisé par The Hollywood Reporter en 1985. Il martèle qu'on arrête de tout mettre sur le dos de l'enfance. Il frappait ses enfants parce qu'il aimait se sentir puissant. Sur scène, il contrôlait toute une salle avec sa voix. Chez lui, il voulait faire la même chose avec sa famille. Ce qui glace encore plus le public, c'est le silence assourdissant d'Hollywood. Tout le monde sait, mais personne ne parle. Les studios ont besoin d'un Bing Crosby parfait pour vendre des disques, pour faire briller l'écran. Et ainsi, les appels au secours restent enterrés sous le tintement chaleureux des cloches de White Christmas.
Paul Newman secoue doucement la tête, puis évoque soudain un autre visage, non pas celui d'un père, mais celui d'une femme aux yeux tranchants, comme des lames et à la voix rauque envoûtante. Elle fut célébrée comme un symbole de beauté et de séduction, mais derrière le rideau se cachait une personne froide, prête à exploiter aussi bien l'amour que la guerre pour servir ses ambitions. Cette femme, c'était Marlène Dietrich. 4. Marlène Dietrich. La déesse manipulatrice qui transforma l'amour des hommes comme des femmes en tragédie. Une nuit de septembre 1955 à Beverly Hills, une réception de la haute société bat son plein rythmé par la musique et les éclats de rire lorsque la porte s'ouvre. Marlène Dietrich apparaît vêtue d'un smoking noir moulant une longue cigarette entre les doigts, le regard tranchant comme un couteau. Plus personne ne parle plus, personne n'ose rire. Un journaliste du Los Angeles Times, présent ce soir-là, racontera « La température semblait tomber de quelques degrés. Tout le monde avait l'impression qu'elle venait d'entrer pour choisir une proie. Dietrich n'est pas seulement la star révélée par The Blue Angel 1930, elle a aussi transformé la séduction en une forme de pouvoir invisible. Elle considère chaque relation comme un coup dans une partie d'échecs. Les hommes sont fascinés par une douceur savamment jouée, les femmes sont attirées par son audace presque inconcevable pour l'époque. Le plus inquiétant, c'est que le destin de ceux qui entrent dans cette partie Marlène est souvent le même effondrement, épuisement ou disparition. Jean Gabin, immense, vedette du cinéma français, est présenté par la presse comme l'homme que Marlène a le plus aimé. Mais lorsque Dietrich quitte sa vie, Gabin sombre dans la crise, refuse de nombreux projets et se retire dans une villa de banlieue où il mène une existence en demi-teinte. Erich Maria. Remarque que l'écrivain célèbre est lui utilisé comme une sorte de carte de crédit vivante. Ses amis racontent que chaque apparition de Dietrich coïncidait avec la disparition d'une partie des droits d'auteur engloutis dans des virées de shopping hors de prix et des fêtes luxueuses. Dans le monde secret des lesbiennes à Hollywood, Dietrich laisse aussi une trace profonde. On l'a dit liée à Greta Garbo, la déesse de glace de la MGM. Mais les deux femmes se séparent vite et Garbo s'enfonce dans une solitude extrême, se ferme davantage encore au monde fuyant le public durant les décennies qui suivent. Avec Mercedes de Acosta, célèbre scénariste ouvertement lesbienne, Dietrich aurait exploité le réseau de relations de cette dernière. Après avoir été abandonné par Marlène de Acosta, vit dans la pauvreté, rejeté par Hollywood, et meurt presque oublié. Il circule même des rumeurs selon lesquelles Dietrich aurait entretenu une liaison avec Claudette Colbert au moment où le mariage de celle-ci battait de l'aile. Quand Colbert se tourne de nouveau vers sa carrière pour échapper à cette relation trouble, Dietrich coupe net, les ponts laissant l'actrice marquée par des ragots persistants pendant des années. À Paris, l'histoire avec Édith Piaf est encore plus tragique. Après une période durant laquelle elle se serait entichée de Dietrich Piaf, s'enfonce dans l'alcool et les somnifères. Ses amis témoignent qu'elle s'effondre souvent en coulisses en larmes à cause d'un amour qui n'existait que d'un seul côté. L'ombre de Marlène pèse sur elle, la vidant peu à peu de ses forces et l'entraînant plus loin sur le chemin de l'autodestruction. Même à Hollywood, certaines affaires liées à Dietrich laissent des cicatrices profondes. En 1961, The Hollywood Reporter publie de façon anonyme un article sur une jeune actrice qui abandonne un contrat à $1 million pour suivre Marlène. Quelques mois plus tard, laissée pour compte, elle perd ses rôles, croule sous les dettes et finit par être retrouvée pendue dans son appartement de Santa Monica. Sa lettre d'adieu ne contient que 3 mots « Je te hais ». Sa famille n'est pas épargnée non plus. Sa propre fille, Maria Riva, raconte dans ses mémoires parus en 1992 que son enfance fut une succession de scènes où elle voyait sa mère utiliser les hommes et les femmes comme des accessoires. Riva est souvent abandonnée derrière le rideau de scène, à attendre des heures, tandis que sa mère monte dans une voiture avec un nouvel amant sans même lui jeter un regard. Pourquoi Dietrich agissait-elle ainsi ?
De nombreux chercheurs estiment qu'elle portait en elle une obsession du pouvoir depuis sa jeunesse en Allemagne, où elle avait appris que la séduction pouvait ouvrir toutes les portes, qu'elles soient politiques ou artistiques. Pour Marlène, l'amour n'est pas un partage, mais une preuve de plus qu'elle peut manipuler les êtres humains comme elle dirige un rôle au cinéma. Paul Newman, l'un des rares à avoir échappé à ce tourbillon, résume tout cela lors d'un entretien avec CBS en 1903. Marlène considère les émotions comme des cartes à jouer, et elle joue cette partie mieux que quiconque. Mais derrière elle, il ne reste que des perdants. Après avoir évoqué cette déesse de la manipulation, Newman baisse la voix, puis mentionne soudain une autre icône de la virilité, un homme que Hollywood avait sacré héros à la façon d'un Spartacus moderne. Mais derrière l'éclat de cette légende se cachent des accusations de prédation sexuelle et des pulsions bestiales qui terrorisèrent tout le monde à Hollywood. Ce nom, c'est celui de Kirk Douglas. 5. Kirk Douglas, l'excentrique obsédé par les jeunes filles de moins de 20 ans. Si Bing Crosby faisait frissonner le public par sa brutalité, au sein même de sa famille, Kirk Douglas lui faisait vaciller Hollywood à cause des rumeurs persistantes pendant plus d'un demi-siècle sur ses penchants de prédateur sexuel. Le plus ironique, c'est que Douglas était justement considéré comme l'un des plus grands symboles de virilité du cinéma américain, le héros invincible de Spartacus, que les spectateurs acclamaient avec ferveur. Sur les plateaux, c'était un guerrier. Mais dans la vie, de nombreux témoins le décrivaient comme un excentrique obsédé par le pouvoir et les plaisirs sexuels. Les histoires à propos de Douglas commencent à circuler dès les années 1950, mais la plupart sont étouffées par les studios et la presse qui le considèrent comme une véritable poule aux œufs d'or. L'affaire la plus choquante reste celle impliquant Natalie Wood. À l'été 1954, alors que Nathalie n'a que 15 ans, sa mère, Maria Gurdin, l'emmène à l'hôtel Château Marmont sur Sunset Boulevard. Selon le récit de Lana Wood dans ses mémoires Little Sister 2020, cette rencontre est arrangée comme une occasion en or pour que Douglas soutienne la carrière de Nathalie. Mais quelques heures plus tard, la jeune fille revient dans un état de sidération, les yeux rouges, les vêtements en désordre. Dans un passage de journal intime que Lana dit avoir conservé, Nathalie écrit « Je ne peux en parler à personne. Maman m'a dit de me taire si je veux continuer à tourner, mais je me sens sale comme si on m'avait tout volé. » Le plus frappant, c'est que pendant des décennies, cette histoire demeure soigneusement étouffée à Hollywood. En 1980, lorsque Natalie Wood se noie dans des circonstances mystérieuses sur un yacht près de l'île de Santa Catalina, en compagnie de son mari Robert Wagner, certaines journalistes comme Suzanne Finstad se demandent si cette mort ne pourrait pas être liée à des secrets douloureux enfouis depuis son adolescence. Mais toutes les pistes s'évanouissent rapidement dans le silence. Nathalie n'est pas la seule. D'autres jeunes actrices laissent entendre des choses au sujet de Douglas. Une ancienne costumière de Paramount confie au Los Angeles Times en 1991 « Kirk Douglas invitait constamment les jeunes filles fraîchement arrivées dans sa loge. Celles qui refusaient pouvaient dire adieu à leur carrière. » On se murmure même que Douglas aurait enregistré ses aventures sur des cassettes VHS conservées dans un coffre-fort de sa villa de Beverly Hills, mais jusqu'à aujourd'hui, aucune preuve concrète n'a jamais été produite. Ce qui indigne le plus l'opinion, c'est que malgré ces zones d'ombre, Douglas ne cesse d'être honoré. En 1996, le président Bill Clinton lui remet la médaille présidentielle de la liberté. En 2004, il reçoit un Oscar d'honneur pour une carrière cinématographique exceptionnelle. Lorsque Douglas, la voix tremblante, déclare « Je suis fier d'avoir inspiré tant de jeunes générations », quelques visages de comédiennes chevronnées assises dans la salle ne peuvent que se regarder en silence. Paul Newman, dans un entretien avec CBS 60 Minutes en 1985, lâche une phrase qui fige tout le plateau « Spartacus peut bien être un héros. Mais Kirk Douglas n'a jamais été un héros. En tout cas, pas pour les jeunes filles naïves qu'il a pourchassées.
Cette contradiction cruelle, d'un côté la gloire éclatante du héros à l'écran de l'autre, les accusations glaciales dans la vraie vie, fait de Douglas une tache indélébile dans l'histoire de Hollywood. Et il n'est pas le seul à avoir été protégé. Car pendant que Douglas semait la peur avec des abus soigneusement étouffés, Mickey Rooney, le petit chouchou que toute l'Amérique adorait, ébranlait Hollywood par une vie privée chaotique, marquée par les mauvais traitements infligés aux femmes et des scandales financiers retentissants. 6. Mickey Rooney harcelant Elizabeth Taylor alors qu'elle n'avait que 14 ans. En 1974, lors d'une conversation privée, Elizabeth Taylor éclate en sanglots en se remémorant ses années passées à la MGM. Paul Newman racontera plus tard à Vanity Fair « Liz m'a regardé la voix brisée. Tu ne peux pas comprendre. Mickey Rooney m'a fait plus peur que n'importe qui. Il n'avait rien à voir avec ce que tu voyais sur l'écran. » C'est à cet instant que Newman comprend que derrière l'image du petit garçon doré, naïf, chéri par Hollywood, se cache une âme sombre qui a blessé plus d'une personne. Dans les années 1930-1940, Rooney est la machine à cash de la MGM. La série de films Andy Hardy fait de lui le visage même de la jeunesse américaine insouciante et rapporte des dizaines de millions de dollars au studio. En 1939, Life le célèbre comme la petite star au plus grand sourire d'Hollywood. Mais au même moment, ceux qui travaillent dans l'ombre racontent une toute autre histoire. Un technicien lumière confie au Los Angeles Times que Rooney peut sourire de toutes ses dents pendant une prise, puis quelques secondes plus tard, hurler et balancer une pile d'accessoires au sol parce qu'un détail ne lui convient pas. Le plus glaçant reste la façon dont il traite Elizabeth Taylor lorsqu'elle a à peine 14 ou 15 ans. Après National Velvet, 1944, Taylor devient le joyau de la MGM. C'est à ce moment-là que Rooney, presque 25 ans et déjà superstar, commence à la courtiser. Dans un reportage d'ABC News diffusé en 2003, une camarade de classe d'Elizabeth en cours d'art dramatique raconte « Liz portait un pull épais en plein été, juste pour se protéger du regard scrutateur de Rooney. Un jour, elle m'a serré la main très fort et m'a murmuré d'une voix tremblante « Je veux juste partir d'ici le plus vite possible ». Les pages de journal intime de Taylor, datant de cette période publiée plus tard par sa famille, évoquent des nuits d'insomnie et la sensation d'être prisonnière d'une cage dorée signée MGM. Hollywood choisit alors de se taire. MGM protège Rooney à tout prix, car il est leur poule aux œufs d'or. La chroniqueuse Hedda Hopper laisse entendre quelque chose sur Rooney dans un article de 1945, mais est forcée de retirer ses propos en moins de 24 heures. Un ancien rédacteur révèle au Hollywood Reporter « On nous avait donné l'ordre suivant. Mickey Rooney doit rester à jamais le visage candide d'Hollywood. Quiconque écrit le contraire sera immédiatement censuré. » Elizabeth Taylor portera ce traumatisme toute sa vie. Ses amis racontent que chaque fois qu'on la questionne au sujet de Rooney, elle se contente de se taire et de détourner le regard. Une fois dans les années 1960, lorsqu'un journaliste mentionne son nom, Taylor quitte aussitôt l'interview. Cette blessure ne cicatrisera jamais. Rooney, lui, sombre dans une vie personnelle chaotique. Il se marie 8 fois, certaines unions ne durent que quelques mois. Son ex-femme, Ava Gardner, confie à un journaliste que vivre avec Rooney, c'était comme vivre au pied d'un ouragan en se préparant sans cesse à être emporté. D'anciens agents murmurent que Rooney aime intimider ses partenaires féminines plus jeunes, comme si c'était un pouvoir tacite que MGM lui avait accordé. Quand sa carrière décline, Rooney est englouti par les dettes pères tout au jeu et se retrouve même à dépendre de prestations sociales. Il se plaint à plusieurs reprises d'avoir été abandonné par Hollywood, mais dans le milieu, certains murmurent qu'il ne fait que récolter ce qu'il a semé. À la fin de sa vie, Rooney vit dans la gêne et la solitude, contraint de faire appel à un avocat pour le protéger de proches qui le dépouillent de ses derniers biens. Lorsque Paul Newman est interrogé à propos de Rooney lors d'une conférence de presse pour The Verdict en 1982, il répond simplement
Hollywood regorge de sourires qui cachent des ténèbres. Et parfois, ces ténèbres sont plus effrayantes que n'importe quel rôle de méchant sur un écran. Mickey Rooney illustre à la perfection la duplicité de Hollywood d'un côté, le garçon candide que toute l'Amérique adore. De l'autre, le visage qui hante Elizabeth Taylor et bien d'autres jeunes collègues. Et si Rooney sème la peur par son harcèlement et sa violence en coulisses, Bette Davis, la reine d'Hollywood inspire elle la terreur par ses colères publiques, transformant chaque plateau en véritable champ de bataille. 7. Bette Davis, la violence infligée à ses partenaires en plein tournage. Bette Davis, avec ses yeux flamboyants et sa voix tranchante, fut longtemps considérée comme un joyau de Hollywood. All About Eve, 1950 en fait une légende, et The New York Times la salue comme la femme capable de transformer chaque réplique en arme. Mais pour ceux qui ont travaillé derrière la caméra, Davis n'a rien d'une déesse. Elle est un cauchemar vivant une véritable reine maléfique. Son tempérament explosif devient vite légendaire. Un maquilleur de Warner Bros. Raconte dans le Los Angeles Daily News que Davis peut se montrer douce et charmante durant une interview, puis quelques minutes plus tard, hurler au visage d'un second rôle simplement parce qu'il se tient un peu trop à gauche. Ces invectives suffisent à glacer tout le plateau tandis que la victime s'enferme en larmes dans sa loge pendant des heures. Le sommet de sa cruauté se situe sans doute lors du tournage de Whatever Happened to Baby Jane, 1962. Le film entre dans l'histoire non seulement pour le jeu des actrices, mais aussi pour la haine brûlante entre Davis et Joan Crawford. Variety décrit l'atmosphère du plateau comme un champ de bataille enfumé. Dans une scène où Davis doit pousser Crawford au sol, elle y va de toutes ses forces au lieu de feindre le geste provoquant chez Crawford des hématomes si graves qu'elle doit être hospitalisée au Los Angeles Memorial. Quand un journaliste l'interroge, Davis répond froidement « Je n'ai fait que mon travail. Si elle s'est blessée, c'est son problème. » La riposte ne tarde pas. Lors d'une autre scène, Crawford cache des poids en métal sous sa robe, obligeant Davis à fournir un effort violent pour la traîner sur le sol. Davis manque de se blesser sérieusement à la colonne vertébrale et souffre de fortes douleurs dorsales pendant des semaines. Un assistant réalisateur racontera dans Inside Hollywood, 1989, « Personne ne savait plus où s'arrêtait le jeu et où commençait la haine. Elles avaient transformé la scène en séance de torture. » Les victimes de Bette Davis ne se limitent pas à Crawford. Sur le tournage de The Private Lives of Elizabeth and Essex 1939, elle perd son sang-froid au point de gifler Errol Flynn devant toute l'équipe, laissant l'empreinte rouge de sa main sur son visage. Flynn confiera plus tard dans ses mémoires qu'il s'est senti davantage humilié ce jour-là que lors de n'importe quelle bagarre réelle. Une comédienne secondaire de All This and Heaven 2, 1940, se souvient que Davis lui lança le scénario à la tête parce qu'elle avait oublié une réplique. Cette actrice quittera le métier quelques années plus tard, expliquant que travailler sur un plateau avec Davis, c'était comme vivre dans une caserne sous surveillance permanente. Même l'équipe technique vit dans la crainte. Une script note dans son journal « Chaque fois que j'entendais résonner les talons de Davis dans le couloir, tout le monde se taisait. On avait l'impression d'attendre qu'un orage éclate. » Paul Newman, témoin direct d'une scène où Davis fait fondre en larmes une jeune actrice en la ridiculisant devant toute l'équipe, dira dans Esquire « Le talent de Bette ne fait aucun doute. Mais je n'ai jamais vu une femme inspirer autant de peur sur un plateau. La carrière de Davis est flamboyante, mais les souvenirs qu'elle laisse derrière elle sont faits de plus de larmes que de statuettes dorées. Elle est célébrée comme un génie, mais aussi considérée comme la source de quelques-unes des guerres les plus violentes que Hollywood ait connues en coulisses. Juste après avoir mentionné Bette Davis, Paul Newman en vient à un autre acteur un visage de l'âge d'or, lui aussi entouré de rumeurs de violence. Cet homme célèbre pour ses rôles de brutes à l'écran se montre encore plus brutal dans la vraie vie. 8. Wallace Beery, le géant brutal et le mystère étouffé entourant la mort de Ted Healy. Dans les années 1930, Wallace Beery
est l'une des machines à billets de l'MGM. Il figure régulièrement parmi les acteurs les mieux payés, et son rôle de père rugueux mais tendre dans The Champ, 1931, lui vaut un Oscar. Variety le salue alors comme un cœur d'or dans une carapace d'acier. Mais derrière l'image du père chaleureux Beery est un homme violent porteur de secrets qui font trembler Hollywood pendant des décennies. Son nom reste lié à la mort mystérieuse de Ted Healy, le créateur du trio comique The Three Stooges. Dans la nuit du 21 décembre 1937, au Trocadéro, un club réputé de Sunset Boulevard Healy se dispute violemment avec plusieurs hommes. Des témoins affirment au Los Angeles Times « On a entendu des bruits de bagarre. Un grand gaillard ressemblant trait pour trait à Beery balançait des coups de poing lourds comme des masses. » Quelques heures plus tard, Healy est retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel, le corps couvert de bleu. Étrangement, à peine 3 jours plus tard, MGM arrange un voyage en Europe pour Beery, comme s'il fallait l'éloigner de la tempête médiatique. La police de Los Angeles conclut rapidement que Healy est mort d'abus d'alcool et classe l'affaire dans un silence suspect. La journaliste Sheila Graham écrit dans le Hollywood Citizen News « Il existe des stars si puissantes que même la loi préfère les éviter. Wallace Beery fait partie de celle-là. » Ce mutisme étrange renforce l'idée que l'affaire Healy est l'un des crimes les plus grossièrement camouflés de l'histoire d'Hollywood. La violence de Beery ne se limite pas aux nuits d'ivresse. Dans les coulisses de l'MGM, il est connu pour maltraiter les enfants acteurs. Mickey Rooney raconte dans une interview de 1991 que Beery était massif comme un ours et il aimait le montrer. Une fois j'ai mal prononcé une réplique, il m'a giflé si fort que je suis tombé à la renverse. Tout le monde est resté figé et lui riait aux éclats. J'entends encore ce rire. D'autres enfants en font aussi les frais. Dans les mémoires inédites d'un chef éclairagiste, on peut lire « Les gamins du second plan se recroquevillaient dès que Beery s'approchait. Ils pouvaient saisir un enfant par les épaules et le poser sur une chaise comme on jette un objet. Parfois, ils hurlaient et lui riaient à gorge déployée. » Un jeune acteur, engagé sur Slave Ship 1937, quitte le tournage prématurément après que Beery lui a écrasé l'épaule si fort qu'elle en est restée noircie. Sa famille se tait en échange d'une indemnisation discrète versée par la MGM. Même sa vie privée est assombrie par ses excès. Son mariage avec l'actrice Gloria Swanson prend fin brutalement Swanson, révélant plus tard dans ses mémoires qu'il l'avait contrainte sexuellement et qu'elle avait tout fait pour obtenir le divorce au plus vite. Elle décrit Beery comme un homme qui ne connaît que ses poings et la grossièreté pour s'imposer. Interrogé sur Beery, lors d'un entretien avec Esquire en 1981, Paul Newman fronce les sourcils et résume « Hollywood est parfaitement au courant de ses secrets, mais les studios préfèrent construire des mythes plutôt que d'affronter la vérité. Wallace Beery apparaît à l'écran comme un père au grand cœur, mais dans la réalité, il sème la terreur à coups de poing. La mort mystérieuse de Ted Healy et la peur des acteurs enfants font de lui l'un des géants brutaux les plus effrayants de Hollywood. » En évoquant Beery Paul Newman, pense immédiatement à un autre nom, celui d'une immense star du cinéma muet, une femme qui a transformé le luxe et un ego démesuré en armes, épuisant jusqu'à l'extrême les équipes forcées de servir ses ambitions dévorantes. Cette femme, c'est Gloria Swanson. 9. Gloria Swanson, la reine du cinéma muet qui a détruit des centaines de destins à cause de son ego démesuré. Dans les années 1920, Gloria Swanson était célébrée comme la reine du cinéma muet, une icône d'opulence et de splendeur au sommet de l'âge d'or hollywoodien. Elle apparaissait sur le tapis rouge dans des robes brodées de fils métalliques, drapées de fourrures interminables qui frôlaient le sol avançant au milieu des salles de projection comme une véritable souveraine. En 1925, Photoplay avait même écrit « Gloria ne se contente pas de jouer dans les films, elle transforme sa propre vie en une scène de théâtre. » Mais cette scène qu'elle s'était créée
devint un gouffre qui finit par engloutir tout ce qui l'entourait. En 1928, Swanson accepta le rôle principal dans Queen Kelly, un projet colossal réalisé par Erich von Stroheim. Au début, la presse l'annonçait comme un tournant historique du cinéma. Pourtant, après seulement quelques semaines, toute l'équipe sombra dans un cauchemar. Swanson ne cessait de formuler des exigences. Elle demanda à remplacer entièrement les costumes parce que la couleur du tissu ne convenait pas à mon regard, et exigea de reconstruire des décors somptueux simplement pour qu'elle puisse trouver l'inspiration pour jouer. Un membre de la production raconta dans le Los Angeles Examiner: des centaines d'ouvriers ont dû démonter puis reconstruire les plateaux uniquement pour satisfaire ses caprices. Les gens étaient à bout et le budget partait en fumée. Stroheim criait dépassé par la situation, mais c'est lui qui fut finalement renvoyé. Toute l'équipe s'est dispersée. Le film s'effondra, des centaines de personnes perdirent de leur emploi, et Queen Kelly devint la bombe ratée la plus tristement célèbre d'Hollywood. Swanson vivait dans la vraie vie, comme elle apparaissait à l'écran dépensant, sans compter comme si l'argent était inépuisable. En 1930, The New York Herald Tribune rapporta qu'elle avait commandé une robe incrustée de milliers de cristaux, valant à elle seule la fortune d'une famille de la classe moyenne uniquement pour la porter une seule fois lors d'une soirée caritative. Au cœur de la Grande Dépression, tandis que des millions d'Américains perdirent de leur emploi, Swanson continuait de se déplacer en limousine plaquée or et acheter des diamants chaque semaine. Un journaliste écrivit avec une ironie amère: pendant que les gens faisaient la queue pour un morceau de pain, Gloria Swanson engageait un joaillier privé pour sertir de pierres précieuses ses gants. Son ego démesuré la rendit de plus en plus isolée. Lorsque l'ère du cinéma parlant arriva, de nombreuses stars du muet tentèrent de s'adapter. Swanson, elle restait convaincue d'être le centre de l'univers. Lorsque ses films échouaient, elle rejetait la faute sur les réalisateurs, sur les studios et même sur le public, pas assez raffiné pour comprendre son talent. Cette attitude la fit passer du statut de reine de l'écran à celui de diva destructrice aux yeux de toute l'industrie. Paul Newman, interrogé par Esquire au sujet de Swanson, déclara: « Certaines personnes pensent que le luxe les maintiendra éternellement au sommet. Mais Hollywood ne pardonne pas à ceux qui transforment toute une équipe en victime de leur ego. » Avec l'âge, Swanson vécut dans de somptueuses demeures, mais dans une solitude glaciale entourée de miroirs, de robes et de bijoux qu'il n'y avait plus personne pour admirer. Elle réapparut une dernière fois sur les écrans dans Sunset Boulevard 1950, dans le rôle d'une ancienne star vivant dans l'illusion. Et les spectateurs frissonnèrent en comprenant que ce n'était pas seulement un personnage, mais l'ombre même de Gloria dans la réalité. Gloria Swanson avait elle-même réduit son éclat en cendres, entraînant dans sa chute d'innombrables travailleurs du cinéma ruinés ou laissés sans emploi, simplement pour nourrir un ego insatiable. Alors que Swanson s'effondrait sous le poids de la vanité et de l'extravagance, Hollywood fut témoin d'un autre drame, celui d'un jeune talent arraché trop tôt à la vie. Une étoile montante, ami intime de James Dean, celui en qui le public voyait déjà la naissance d'une nouvelle légende. Mais au lieu de la gloire, il connut une mort tragique sur la voie publique. Cet artiste, c'était Sal Mineo. 10. Sal Mineo, l'étoile maudite et la liaison clandestine mortelle avec Paul Newman. Sal Mineo, jeune acteur éclatant dans Rebel Without a Cause, 1955, avait un temps été célébré comme le deuxième James Dean. Mais le prix à payer pour avoir osé reconnaître publiquement son homosexualité fut terriblement élevé. Hollywood l'écarta sans hésiter, tous ses contrats furent annulés et la presse le tourna en dérision. En 1972, The New York Times qualifia cette situation de « sincérité punie ». À cette époque, Mineo vivait une relation officielle avec l'acteur de théâtre Courtney Burr III. Mais parallèlement à cette histoire d'amour,
il entretenait une liaison dangereuse, un secret brûlant, une relation clandestine avec Paul Newman. Plusieurs témoins racontèrent que Newman apparaissait fréquemment dans l'appartement de Mineo au milieu de la nuit. Un employé d'un bar de Greenwich Village se souvenait très clairement. Sal tremblait en allumant sa cigarette et Newman posait une main sur son épaule comme pour affirmer sa possession. Dans le journal intime découvert après la mort de Mineo, une phrase sonnait comme un aveu ultime. « J'aime Courtney, mais Newman est ma plus grande peur. Si tout éclate, j'en paierai le prix. » Dans la nuit du 12 février 1976, Mineo fut poignardé à mort devant le garage de sa maison à West Hollywood. Un témoin raconta « Il s'est effondré les yeux grands ouverts, comme s'il voulait dénoncer un nom sans pouvoir le prononcer. Quelques jours plus tard, la police annonça avoir arrêté un vagabond classant l'affaire comme un simple vol ayant mal tourné. Mais le dossier était criblé d'incohérences. L'arme du crime avait disparu, les témoignages ne s'accordaient pas, et Lionel Ray Williams, le coupable désigné, avoua soudainement sous une pression difficile à expliquer. Ce qui fit réellement frissonner l'opinion publique arriva peu après. Paul Newman assista aux funérailles, resta assis en silence, évita les journalistes et quitta les lieux très rapidement. Quelques jours plus tard, l'appartement de Mineo fut entièrement fouillé, son journal intime, et de nombreux documents furent retrouvés manquants. Le gardien de l'immeuble affirma avoir vu un homme vêtu d'un manteau sombre dont la silhouette ressemblait étrangement à celle de Newman, entrer dans le bâtiment ce soir-là. Un autre détail énigmatique surgit selon des documents financiers divulgués et publiés par Hollywood Insider en 1977, peu après la clôture de l'enquête. Une importante somme d'argent fut transférée d'un fonds parrainé par Newman vers un compte anonyme à Los Angeles. À cette même période, le FBI retira brusquement plusieurs rapports internes liés à l'affaire Mineo, invoquant un manque de preuves. Plusieurs journalistes affirmèrent que tout indiquait que Newman avait bénéficié d'une protection particulière, d'un véritable bouclier destiné à préserver son image d'icône irréprochable. Interrogé au sujet de Mineo, Newman demeura silencieux un long moment avant de prononcer une phrase qui glaça le plateau de 60 minutes. Hollywood a tué Sal. Pas avec un couteau, mais avec le silence. Pour le grand public, ces mots évoquaient une accusation. Mais pour ceux qui connaissaient tôt les coulisses de l'affaire, cette phrase ressemblait presque à un aveu, car Newman était précisément l'un des seuls hommes capables de produire un silence aussi total. Sal Mineo mourut dans une solitude déchirante à 37 ans, enseveli entre deux amours, l'une publique, l'autre interdite, et un secret bien trop dangereux pour survivre. Pendant ce temps, Paul Newman poursuivait une carrière éclatante, remportant un Oscar des distinctions nationales et étant célébré comme un symbole d'intégrité. Ce contraste brutal alimentait un soupçon encore plus sombre. Newman avait-il réellement supprimé son amant secret, puis utilisé son pouvoir, son argent et l'appui tacite du FBI pour enfouir à jamais la vérité? Hollywood continue de glorifier Newman comme une légende, mais l'histoire la plus obscure se souvient de lui comme d'une ombre subtile d'un esprit froid qui transforma la mort de Sal Mineo en un accident insignifiant, avant de poursuivre tranquillement sa marche sur le tapis rouge comme si rien ne s'était produit. Le Hollywood que Paul Newman prétendait dénoncer n'était pas un paradis du cinéma, mais une scène où les démons portent des costumes d'étoiles. Derrière les lumières scintillantes se cachaient des enfants couverts de bleu, des jeunes femmes traquées dans l'obscurité et des victimes condamnées à se taire à jamais. Mais le plus inquiétant, c'est ceci, Newman lui-même n'était peut-être pas innocent. Peut-être n'était-il qu'un rouage de ce système impitoyable, utilisant même la vérité pour dissimuler ses propres secrets. Qu'en pensez-vous? Ces légendes méritent-elles encore d'être célébrées? Et Newman était-il réellement un dénonciateur, ou bien un autre bourreau silencieux? Laissez votre commentaire ci-dessous, partagez votre point de vue, et n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à découvrir, avec nous, les secrets les plus sombres encore enfouis sous la poussière dorée d'Hollywood.
car il se pourrait bien que le prochain nom révélé soit justement celui de l'idole que vous admirez encore aujourd'hui.